Eh bien salut tout le monde, c'est Dimitri, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour un tout nouvel épisode, l'épisode 15 sur notre série sur le framework Ionic. Dans cet épisode, je vous propose de voir pas mal de choses intéressantes. Tout d'abord, ça sera dans la continuité de l'épisode 13. Ainsi, via l'intermédiaire d'un plugin, je vous avais montré comment faire une soundbox, donc jouer des sons depuis votre appareil. Et aujourd'hui, je vous propose non pas de jouer des sons, mais des vidéos. Alors comme dans l'épisode 13, je ne vais pas vous présenter uniquement le plugin, mais plutôt comment l'intégrer dans un projet. Ainsi, ce petit projet, je vous propose de le réaliser ensemble aujourd'hui. Ça sera un petit lecteur YouTube. Pour parvenir à nos fins, nous allons donc utiliser l'API de YouTube, faire appel à des services. Si vous n'avez aucune conscience de ce que je vous invite fortement à aller voir l'épisode 5. Et bien sur ce, je vous propose de commencer directement. Allez, c'est parti. Et ça y est, on se retrouve maintenant sur mon ordinateur pour la première étape. Ainsi, pour le cas de l'API YouTube version 3, nous allons avoir besoin d'une clé d'API pour pouvoir être identifié auprès de Google. Cette clé étant complètement unique et personnelle, vous devrez donc l'activer avec votre compte. Rassurez-vous, c'est gratuit. Ainsi, je vous propose de vous rendre sur le site console.developers.google.com et de vous loguer avec votre compte Google. Ceci étant fait, vous êtes maintenant en mesure de créer un nouveau projet. C'est ce que je vous propose de faire dès maintenant. Petite précision, mon interface sera peut-être légèrement différente par rapport à la vôtre, étant donné que j'ai déjà créé quelques projets, mais rassurez-vous, le site est assez explicite et intuitif pour pouvoir trouver cette fonction par vous-même sans aucun souci. Ainsi pour ma part, je vais aller en haut à gauche, je vais ensuite sélectionner le petit plus. Une fois la redirection de page terminée, vous arrivez ensuite sur une nouvelle page, vous invitant à renseigner votre nom de projet. Pour ma part, j'ai renseigné Ionic YouTube Retro épisode 15, vous pouvez bien sûr renseigner ce que vous voulez, cela va de soi. Bien ceci étant fait, on va ensuite cliquer sur Créer. Votre projet sera alors en cours de création et il faudra patienter quelques minutes. Bien, une fois que le projet est créé, je vous invite à vérifier que vous avez bien en haut à gauche le nom de votre projet qui s'affiche. Si jamais ce n'est pas le cas, je vous invite à cliquer en haut à gauche et enfin à sélectionner votre projet dans la liste. Bien, ceci étant fait, nous allons maintenant activer notre API pour enfin utiliser YouTube. Alors pour cela, nous allons aller dans la barre latérale de gauche, cliquer sur Bibliothèque. Dans la barre de recherche, je vous invite à taper YouTube et enfin de sélectionner YouTube Data API version 3. Bien, une fois arrivé sur cette page, nous allons maintenant cliquer sur le bouton bleu Activer. Encore une fois, cela va prendre quelques petites minutes, je vous invite à patienter un petit peu. Et bien c'est parfait, nous avons maintenant activé notre accès à YouTube Data API, cependant il manque un petit point crucial qui est nécessaire. En effet, nous n'avons toujours pas notre clé d'API qui va permettre au serveur de nous identifier, et donc par conséquence de nous laisser accès à l'API. Pour remédier à cela, on va encore une fois aller dans la colonne latérale de gauche et sélectionner Identifiant. Arrivé sur cette page, on va sélectionner le bouton bleu Créer des identifiants, puis enfin Clé API. Et bien voilà, après quelques petites secondes, notre clé API a été générée et il nous est maintenant possible d'accéder à l'API de YouTube. Pour le cadre du développement, nous n'allons pas restreindre la clé API, cependant je vous conseille fortement de le faire, surtout si votre application va partir en production. Pour plus d'informations à ce sujet, je vous invite à visionner l'épisode 9 où je présente exactement la même chose, cependant pour l'API de Google Maps. Ainsi je vous propose de copier-coller cette clé d'API non loin de vous, nous allons en avoir besoin dans très peu de temps. Bien, maintenant que nous avons cette fameuse clé d'API, je vous propose de créer votre projet Ionic dans l'optique d'utiliser à bon escient cette clé. Encore une fois ici, rien de spécial, je vais juste démarrer avec une template blanche. Bien, une fois notre projet créé, je vous invite à rentrer dans ce dernier et enfin de générer un nouveau provider. Donc on va taper Ionic Generate Provider. Au niveau du nom, je vous propose de l'appeler YouTube. Appelez-le comme bon vous semble, ça ne changera bien sûr strictement rien. Bien, maintenant si on se rend dans notre éditeur de code favori, on va voir qu'il y a eu deux modifications. Le premier consiste en l'ajout du dossier Providers qui contient notre service YouTube.ts. Et puis enfin pour terminer, ce service a également été ajouté en tant que provider dans le app.module.ts, ça je vous en avais déjà parlé dans l'épisode 5 et 6. Bon, maintenant je vous invite à retourner sur youtube.ts, c'est là où on va principalement travailler aujourd'hui. Alors notre player YouTube, il va consister tout d'abord à récupérer sur YouTube toutes les catégories de vidéos qui sont disponibles, automoto, musique, comédie, etc. Toutes ces catégories seront donc récupérées dynamiquement et on créera un bouton pour chacune d'entre elles. Une fois que l'utilisateur va cliquer sur un bouton, on ira récupérer les vidéos associées à cette catégorie pour pouvoir les afficher sous forme de liste juste en bas. Bien entendu, une fois qu'on sélectionnera une vidéo YouTube, on pourra la lire sur notre appareil. Bon, et bien la première chose à faire, c'est donc de mettre en place une méthode qui va nous permettre de récupérer et stocker toutes les catégories disponibles sur YouTube. Déjà avant toute chose, je vous propose de faire un petit peu de ménage et à mettre en place notre clé d'API qui sera donc une constante. Bien, une fois notre constante mise en place, nous allons déclarer notre première méthode qui s'appellera Fetch Categories.
Je vous invite maintenant à télécharger Postman si ce n'est pas déjà fait. C'est un utilitaire gratuit qui va nous permettre de créer nos requêtes HTTP et donc de voir à quoi s'attendre pour ensuite créer nos interfaces, etc. Après quelques recherches sur la documentation officielle de l'API YouTube Data, j'ai donc mis en place la requête qui va me permettre de récupérer les catégories de vidéos. Cette dernière est constituée du verbe get pour récupérer des données. Au niveau des paramètres, on peut en compter 3. Le tout premier, c'est pour préciser ce que je veux récupérer. Ici, c'est snippet, donc c'est ce qui est recommandé dans la documentation. C'est ce qui va me permettre de récupérer le channel ID, le title et enfin si c'est assignable ou pas. Enfin, on y retrouve le region code qui va me permettre de récupérer les catégories de vidéos par région. Ici, ça sera la France. Et puis enfin, on y retrouve tout le temps la clé d'API, celle qu'on a générée juste avant. Pour ma part, j'aime bien me rendre sur le site JSONeditoronline.org, copier-coller le résultat de ma requête que j'ai eu dans Postman, cliquer ensuite sur la flèche en haut pour avoir un visuel un petit peu plus clair et en objet de ce qu'il se passe. Vous verrez qu'avec cet outil, c'est nettement plus simple de créer notre interface. Ainsi, pour ce faire, on va retourner sur notre projet dans notre éditeur de code, on va aller dans SRC et on va définir un nouveau dossier que l'on va appeler interface. Bien, dans ce nouveau dossier, nous allons créer un nouveau fichier qui s'appellera youtube.interface.ts. Alors ici, on va créer notre interface globale qui s'appellera YouTube API Request et qui sera exportée. Alors pour créer notre interface, on va s'aider de JSON Editor Online que j'ai mis juste au-dessus. Alors ici, on peut voir que l'object principal, ça sera YouTube API Request et que dedans, on aura 3 propriétés. Ainsi, la première, ça sera kind de type string. On verra également une deuxième de type string qui sera itag. Et puis enfin viendra items qui est un tableau pour l'instant inconnu, donc on met any. Je me suis permis de modifier un petit peu tout ceci de mon côté. C'est pas très intéressant à voir et surtout, ça n'apporte pas grand chose. Si jamais ça vous intéresse, je vous donne rendez-vous dans le GitHub pour avoir accès directement à l'interface. Petite précision, si jamais vous voyez des choses que vous n'avez pas vues dans votre Postman, c'est normal, j'ai pris de l'avance sur les 2 autres requêtes que nous allons faire. Ceci étant fait, je vous propose maintenant de retourner dans notre YouTube Provider. Dans notre méthode fetchCategories, nous allons retourner une promesse qui aura comme type YouTube API Request, l'interface qu'on a créée précédemment. Alors faites bien attention à importer l'interface, personnellement ça se fait automatiquement avec un plugin. Alors maintenant on va exécuter notre requête HTTP GET pour pouvoir récupérer nos catégories. Alors je viens de vous mettre en place tout le fonctionnement et je compte vous l'expliquer. Bon, déjà pour commencer, j'ai stocké 2 autres constantes. La toute première, c'est YouTube API URL qui contiendra l'URL de base de l'API YouTube version 3. Puis vient ensuite region code qui est donc le code région qui est facilement changeable pour toutes les requêtes. Si on descend maintenant dans la méthode fetchCategories, vous pouvez constater que je retourne directement une promesse. Ainsi, dans cette promesse, on va faire appel à l'objet HTTP client et on va lui préciser que l'on veut une requête GET via le point GET justement. Dans les paramètres de la méthode GET, on va lui passer l'URL qui nous intéresse. Dans cette string, j'ai mis en place de la concaténation à 3 niveaux pour mettre en place l'URL par défaut de notre API YouTube version 3, mais également le region code FR et la YouTube API key qui elle ne change pas également. Alors il faut savoir que notre méthode .get nous retourne automatiquement un observable que je vais transformer en promesse avec le toPromise. Et puis enfin dans le Zen, on peut voir qu'on va caster notre réponse en YouTube API Request. Donc si vous voulez, on va récupérer un objet qui sera indéfini et on va lui dire que cet objet-là, ce sera forcément celui qu'on a créé précédemment, à savoir celui-ci, YouTube API Request. Bon et bien parfait, je vous propose maintenant de mettre en place notre deuxième méthode qui permettra de récupérer les vidéos par rapport à la catégorie. Pareil que pour la première, j'ai trouvé cette route sur la documentation officielle. Ne vous inquiétez pas, vous retrouverez toutes les routes en description, mais également sur le GitHub. Alors au niveau des paramètres, on en retrouve plusieurs. Le tout premier, c'est part, qui consiste à récupérer une partie spécifique. Ici, ça sera snippet. Le deuxième paramètre, c'est vidéo catégorie ID, c'est donc l'identifiant de la catégorie. Cet identifiant, on va donc le récupérer dans la première route. Si on descend d'items, c'est bien voilà, identifiant 1, ça sera pour film et animation, 2 pour auto and vehicle. Et puis enfin, on retrouve max result qui va correspondre au nombre de résultats maximal et type pour ce qu'on veut récupérer, donc ici des vidéos. Ainsi, je viens de mettre en place la deuxième méthode qui s'appellera search video. Cette méthode permettra de récupérer des vidéos par catégorie. Ici donc, j'ai créé un paramètre qui s'appellera catégorie ID initialisé par défaut à 1. Sinon au niveau de l'URL, on y retrouve toujours notre bind comme on a fait précédemment avec YouTube API URL et YouTube API Key. Il a juste un bind qui diffère, c'est category ID qui va permettre donc d'injecter l'identifiant de la catégorie dont on souhaite récupérer les vidéos. Pour la petite histoire, je viens de rajouter une dernière méthode pour récupérer les vidéos en tendance. Voilà, notre provider est désormais correctement terminé. Je vous propose de basculer dans votre page, donc home.ts. Ici, on va donc instancier notre provider directement dans le constructeur, donc là je ne vous apprends rien.
Dans le constructeur, on va donc faire appel à notre provider, donc YouTube Provider, et on va récupérer les catégories. Je vous rappelle que Fetch Categories nous retourne une promesse, donc on va faire appel au .zen qui va nous permettre de retourner nos données dans une fonction fléchée. Les données que nous allons récupérer via notre service, il va bien falloir les stocker quelque part, et donc nous allons créer une nouvelle propriété dans la page Home. Ainsi j'ai défini ma propriété Categories, qui est donc des items d'ailleurs que j'ai rendu exportables directement dans mon interface. Dans ma fonction fléchée, je vais m'assurer que data n'est pas nulle. Si c'est le cas, je peux aller récupérer la propriété items et donc l'assigner à categories. En revanche, si ce n'est pas le cas, je dois m'assurer que mon tableau n'est pas nul, donc je dois l'initialiser avec un tableau. Pour le cas des vidéos, j'ai défini deux autres méthodes, ce sont exactement les mêmes que dans le service. Vous l'aurez compris, ces méthodes seront appelées une fois que j'appuierai sur un bouton. Ainsi, j'ai donc créé une nouvelle propriété qui s'appelle vidéo et qui est un tableau d'items. Je fais ensuite appel à mon provider YouTube en allant chercher directement les méthodes qui m'intéressent, Search Video et Search Trending Video. Et enfin dans ma fonction fléchée, je vais faire exactement pareil qu'avec les catégories, sauf que cette fois-ci, je vais utiliser ma nouvelle propriété qui est vidéo. Rappelez-vous, dans notre service YouTube Provider, nous avons utilisé HTTP Client. C'est pour cela que nous allons avoir besoin de l'importer dans le app.module.ts. Ainsi, pour cela, vous allez donc dans ce fichier et vous allez mettre dans Imports HTTP Client Module. Bien entendu, cela va de soi, n'oubliez pas de l'importer dans Angular Common HTTP. Bon, niveau interface, je vais passer car c'est pas trop ce qui nous intéresse ici. Je fais une petite ellipse et on se retrouve juste après. Comme promis, voici le design qui a été réalisé. Alors, comment est-ce qu'il se compose? Il y a déjà deux sections, catégories et vidéo. Ainsi, dans la première section, on y retrouve toutes les catégories directement recherchées sur YouTube. Donc comme vous pouvez le constater, dès que je recharge la page, eh bien, on peut voir qu'on a bien la requête vers Video Categories qui est envoyée sur l'API V3 de YouTube. Et puis enfin, pour terminer, dès que j'appuie sur une catégorie, ici musique, eh bien je vais charger les vidéos liées à cette catégorie. Alors au niveau de la structure de l'HTML, elle est divisée en deux parties distinctes. La toute première pour les catégories et la seconde pour les vidéos. Pour mettre en place l'affichage des boutons dans une scroll, j'ai utilisé la balise IonScroll. En précisant le paramètre scrollX true, je précise que je veux un scroll horizontal. Dans la division IonScroll, je mets en place premièrement le bouton des tendances. Alors ce bouton est complètement statique et ne dépend pas de la requête catégorise. En effet, si jamais la requête n'arrive pas à ses fins et je n'arrive pas à avoir les catégories sur l'API de YouTube, eh bien j'aurai quand même ce bouton trending qui sera disponible. Vient ensuite l'affichage de tous les boutons bleus catégories. Alors pour cela, j'ai utilisé un ngFor directement dans mon tableau catégorise. Cela me permet maintenant de vous montrer quelque chose que nous n'avons jamais vu auparavant, c'est la vérification des données avant l'affichage. Comme vous pouvez le constater ici, quand je bind catégorie snippet title, eh bien je fais toujours appel à un point d'interrogation avant d'aller dans l'objet. Cela me permet de vérifier si catégorie est non nulle avant d'accéder à sa propriété snippet. Alors pourquoi je fais ça, me direz-vous? Eh bien si jamais catégorie est nulle et que j'accède directement à snippet, eh bien je vais avoir une erreur car eh bien snippet n'existe pas sur quelque chose qui est indéfini. Bref, maintenant si on descend dans la section vidéo, on peut savoir que c'est globalement la même chose, cependant le ngFor ici pointe sur le tableau vidéo. Dans le home.ts, je me suis permis également de rajouter le loading controller qui va me permettre d'afficher un petit message veuillez patienter une fois qu'une requête est en cours d'exécution. Et enfin pour terminer, pour avoir toujours des vidéos affichées, je fais appel directement aux vidéos les plus populaires dans le constructeur. Bien maintenant que nous avons vu tout ceci, il nous reste quand même à intégrer quelque chose d'important, c'est lire la vidéo sur notre appareil. En effet, c'est bien beau de pouvoir afficher les vidéos, mais si on ne peut pas les lire, ça n'a strictement aucun intérêt. Donc je vous propose de corriger cela immédiatement. Ainsi pour pallier à cela, je vous invite à mettre en place le plugin YouTube Video Player. Alors celui-ci se met en place plutôt facilement et comme d'habitude, donc vous avez juste à exécuter les deux commandes précisées. Voilà, après quelques petites secondes, on va retourner dans le app.module.ts pour importer YouTube Video Player dans les providers. Comme précisé dans la documentation du plugin, on va devoir aller dans Config XML et rajouter dans Plateforme Android une nouvelle préférence. Bien entendu, dans Value, vous allez mettre en place votre propre clé d'API. Cette préférence est uniquement à préciser pour la plateforme Android. Sur iOS, il passe par différentes méthodes, donc on n'a pas besoin de la préciser, même si ça fonctionne tout pareil. Bien, ceci étant fait, nous allons maintenant retourner dans notre home.ts et importer à nouveau notre service YouTube Video Player. Encore une fois, comme précisé dans la documentation officielle, on va l'instancier dans le constructeur. Alors attention, ici on va enlever le private pour mettre en public, histoire de pouvoir l'utiliser directement dans notre HTML, sans que le transpilateur nous embête en nous disant qu'on ne l'utilise pas. Et puis enfin, on va terminer en basculant dans notre home HTML pour mettre en place notre événement tap sur le Ion Item. Ainsi, j'ai fait donc appel à youtube.openvideo, donc ça c'est dans la documentation du plugin, et à l'intérieur j'ai mis une condition ternaire.
Cette condition est obligatoire car la liste de vidéos récupérées par catégorie par tendance diffère un petit peu. Alors pour bien comprendre, eh bien, je vais vous montrer, donc dès que j'appuie sur Trending, je vais donc récupérer la liste de vidéos par tendance. Donc moi ce qui m'intéresse ici c'est le tableau Items qui comprend toutes les vidéos que l'on voit ici. Donc si par exemple je vais dans le premier Items, eh bien je peux voir que l'identifiant de ma vidéo c'est celui-ci. Pour rappel, c'est cette propriété que je dois envoyer à mon plugin pour qu'il sache quelle vidéo jouer. Bon, jusqu'ici, vous me direz, il n'y a absolument aucun problème de récupérer cette propriété et vous avez parfaitement raison. Mais là où YouTube ne nous facilite pas la tâche, c'est quand je vais chercher dans une catégorie, peu importe laquelle. Comme vous pouvez le constater, on a un nouveau endpoint qui est appelé, avant c'était vidéo et maintenant c'est search. Bon, jusqu'ici, vous me direz, il n'y a pas de grande différence, on a toujours notre tableau items avec toutes nos vidéos. La seule différence notable que l'on peut relever concerne la propriété ID et c'est vraiment pas de bol car c'est exactement celle dont on a besoin. En effet, cette fois-ci ID n'est pas une string qui contient l'identifiant de la vidéo mais plutôt un objet qui contient deux propriétés, kind et video ID. Si on retourne maintenant dans le home HTML, vous comprenez maintenant normalement ma condition ternaire qui me permet de vérifier si mon objet ID comporte une propriété qui s'appelle video ID. Si c'est le cas, eh bien on l'utilise. Si ce n'est pas le cas, on utilise directement ID. Et bien voilà, on en a maintenant terminé avec notre application. Je vous propose maintenant de basculer sur un appareil réel histoire de vérifier le bon fonctionnement en entier. Bien voilà, on se retrouve maintenant sur mon téléphone, je lance l'application, on va voir si tout fonctionne bien. Donc au niveau du player, eh bien tout est parfait, on a bien les catégories qui sont correctement récupérées. On a également le bouton de Trending qui est affiché et les vidéos. Alors on va essayer de changer de catégorie, donc on va aller sur Pets and Animal, on va aller sur Music. Bien maintenant on va retourner dans les tendances, histoire de vérifier si notre condition ternaire fonctionne bien. Donc par exemple ici, eh bien, on va sélectionner une vidéo au hasard, et comme vous pouvez le constater, eh bien, ça fonctionne très bien. Et puis enfin pour terminer, on va voir si on est capable de lancer une vidéo directement via une catégorie. Et bien comme vous pouvez le constater, ça fonctionne très bien. Et bien voilà, comme vous avez pu le constater, on vient de réaliser très rapidement en moins de 20 minutes un petit lecteur YouTube très basique mais qui fonctionne plutôt bien avec Ionic. Dans le prochain épisode, je vous propose de nous attarder vraiment sur l'aspect pratique du design. J'ai fait une vidéo sur l'ergonomie et le design en général sur la partie théorique et je vous propose de l'appliquer avec la pratique. D'ailleurs, comme vous avez pu le constater dans cet épisode, je me suis attardé uniquement sur le fonctionnel, j'ai fait une ellipse pour le design. On fera exactement la même chose, cependant on inversera les rôles, je ferai une ellipse pour le fonctionnel et je vous présenterai toute la partie design. Ainsi, n'hésitez surtout pas à me dire dans l'espace commentaire quel type de projet vous voulez qu'on réalise, par exemple un lecteur audio pour Deezer, Spotify, un lecteur YouTube un peu plus moderne, une application de chat instantané, etc. Ainsi n'hésitez surtout pas à me dire dans l'espace commentaire et je vous montrerai toutes les étapes pour pouvoir mettre en place le design et l'ergonomie d'une application. Et bien voilà, c'est désormais la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à réagir dans l'espace commentaire de cette vidéo, s'il y a des choses incomprises ou autres, j'essayerai de vous répondre. N'hésitez pas également à me proposer des suggestions pour d'autres vidéos. Sur ce, c'était Dimitri, allez ciao tout le monde.